Merci de nous suivre. Pour ce tout premier numéro de décryptage, je reçois Maître Éric Emmanuel Sosa. Il est actuellement avocat au barreau du Togo. Il a passé près d'une vingtaine d'années dans le prestigieux barreau de Paris qu'il a quitté en 2013. C'est vous dire que notre invité est un fin connaisseur des rouages de la justice française. Avec lui, nous allons évoquer la question du moment en France, la déchéance de nationalité pour les binationaux formellement condamnés pour terrorisme. Elle provoque remous et crispation au sein de la gauche au pouvoir, rencontre l'adhésion de l'extrême droite et suscite quelques critiques à droite. Malgré la polémique qu'elle provoque, 9 Français sur 10 y sont favorables. La question de la déchéance de nationalité, nouvelle ligne de fracture de la société française, quelle est la technicité d'une telle proposition et quel risque fait-elle courir au pays d'origine de ces terroristes? Voilà les questions que nous allons aborder dans ce numéro. Bienvenue dans Décryptage. Merci à vous d'être là. C'est toujours un plaisir. Voilà. Cette question de la déchéance de nationalité, pour vous, c'est une fausse idée ou une fausse bonne idée? C'est une fausse idée et pour le dire clairement, c'est carrément une mauvaise idée. Parce que la déchéance de la nationalité française en tout cas, existe déjà dans le dispositif légal français, puisque le code de la nationalité française avait déjà envisagé des cas de déchéance et précisément depuis 1996 était inscrit dans la loi le cas de déchéance pour condamnation à un fait qualifié de terroriste. Donc je pense que c'est à mon avis une gesticulation de politiciens qui ressemble pour moi à de la paranoïa législative par des politicards en mal de légitimité et de popularité, parce que là on est dans un cas de jérémiade pur et simple, de politiciens géniards qui ont besoin de pouvoir émouvoir un petit peu le petit peuple avec quelque chose qui va leur permettre de donner l'impression qu'ils tiennent les rênes alors que bon, les choses leur échappent. Maître, mais il y a un contexte sécuritaire qui est là. Les attentats du 13 novembre, il y a l'émotion nationale, il y a tout ça. Et je pense qu'il faut apporter peut-être une réponse à tout ça. La réponse ne devrait pas être émotionnelle. Et c'est vrai, en le disant comme ça, j'aimerais pas être à la place des politiciens français en ce moment précis. Néanmoins, je pense que l'action politique doit toujours s'affranchir de l'humus des émotions, parce qu'il y a là un ferment qui, à chaque fois, favorise des sentiments négatifs et qui devient délétère pour justement la cohésion et la concorde nationale. Et je ne pense pas que ce soit un geste responsable de la part d'un homme politique de la trempe, d'un président de la République, de tomber dans cette facilité. Est-ce que cette loi-là, elle sera dissuasive au cas où elle venait à être appliquée? Est-ce qu'elle pourrait dissuader les gens? Le fait de savoir que si je vais en Syrie ou en Irak combattre dans les rangs de Daesh, on pourrait m'arracher ma nationalité française, ça peut dissuader des djihadistes? Est-ce que vous avez cette conviction-là? Absolument pas. Je pense que l'impact dissuasif de cette loi est totalement nul, dans la mesure où, lorsque il faut quand même se mettre dans la tête que quelqu'un qui décide de s'envoyer ad patres, lesté d'un cocktail d'explosifs, ne se pose pas la question de la nationalité qu'il aura une fois qu'il aura réussi son dessein. Parce que pour aller dans l'au-delà, il n'aura pas besoin de visa. C'est totalement ridicule, en fin de compte. Parce que là, on est, c'est ce que je disais, dans la gesticulation politicienne pour donner l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'on est très fort et qu'on va prendre des mesures qui rassurent le petit peuple. Mais en réalité, non. Sur le résultat concret, ça va concerner un tout petit nombre de personnes qui, en réalité, se fichent littéralement de savoir s'ils vont mourir français ou pas. C'est pas la question. Puis, encore une fois, je voudrais quand même qu'on recadre les choses. Parce que lorsqu'on parle de terrorisme, ça englobe tellement de choses. Je vous mets au défi de pouvoir me donner une définition légale qui soit universellement acceptée du fait terroriste et du mot terroriste. Bon, pour le vocabulaire, on peut trouver quelques variétés, des accommodements. On peut remonter dans l'historicité du mot,
remonter jusqu'à la Révolution française. À un moment donné, il y avait eu la terreur à Paris. Donc, bon, Robespierre était un terroriste à ce moment-là, si on veut. Période Voilà. post-révolutionnaire. Absolument. Donc, il faut faire attention à ces mots. Je voudrais juste rappeler pour l'histoire que Nelson Mandela a été condamné pour fait de terrorisme et jusqu'en 2008, il était encore sur la liste américaine, la liste noire américaine des terroristes. Vous comprenez? Et bon, pendant l'occupation allemande, lorsque un Français faisait sauter un train allemand, qu'est-ce qu'on disait? Il était résistant et pas terroriste. Et terroriste de l'autre côté du Rhin. Ben oui, c'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'on est toujours le terroriste de quelqu'un. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que terroriste égale musulman, musulman égale terroriste potentiel. Et c'est un peu gênant. Il y a des amalgames un peu gênants. Parce que si vous poussez le débat un peu loin, parce que je ne voudrais pas qu'on se limite simplement à l'actualité française du débat. Oui, nous allons élargir bientôt la perspective dans ce débat. Parce que pour apporter un peu d'eau à votre moulin, tout à l'heure, quand vous parlez de l'absence d'impact dissuasif, justement, l'un des rites de passage des jeunes apprentis au djihad, on l'a vu dans les vidéos qui ont été diffusées massivement sur les réseaux sociaux, en général, ce sont des jeunes gens qui, premier geste symbolique qu'ils posent pour entrer dans Daesh, c'est qu'ils brûlent leur passeport français. Du coup, la question ne se pose même pas. C'est bien ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Les gens qui sont en rupture avec la communauté nationale française. Pas que nationale. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont en rupture de banc avec l'humanité tout entière. Parce que si on considère que l'acte qu'ils posent est un acte fondamentalement inhumain, la question ne se pose pas de leur nationalité. Et là, aujourd'hui, poser cette question en France, au moment où on assiste à une montée de l'extrême droite, je trouve que c'est servir la soupe populiste un peu trop facilement. Et c'est la raison pour laquelle je suis dans la réprobation totale. Alors, une loi qui devrait s'appliquer sur une minorité de citoyens, parce qu'on va dire qu'il n'y a pas 100 000 djihadistes en France. Heureusement, non. Les fiches de sécurité et de renseignement en France, ceux qui sont fichés par les services de renseignement en France, c'est moins de 10 000 personnes. C'est exact. Est-ce que, bon voilà, sur une question pratique, est-ce que c'est normal de faire des lois pour un nombre aussi infime de personnes? Oui, je pense que, bon, là, effectivement, sortant de l'argument arithmétique, bon, quel que soit le nombre, ce serait même un petit nombre, une vingtaine de personnes qui seraient potentiellement concernées. La loi pourrait avoir une utilité si, justement, dans son composé et son application sur le terrain, elle avait effectivement une efficacité potentielle. Mais celle-là n'en aura aucune, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, mais quelqu'un qui décide d'être djihadiste et qui accepte le fait de mourir même pour ses idées, mourir français ou allemand, ou libyen, ou libano-cubain, ça n'a aucune espèce d'importance émotionnelle pour lui. Le fait qu'on puisse déchoir un binational français, en tout cas dans la première mouture de la loi, ça prévoyait cela. Ça a été élargi depuis peu pour essayer de faire un peu, équilibrer un peu le débat politique. Mais le fait qu'on puisse déchoir un binational qui est né sur le sol français, qui bénéficie de ce fait du droit du sol, qui est un des principes fondateurs de la nation française. Est-ce que vous, ça ne vous choque pas? Non, alors ça ne me choque pas parce que le droit du sol n'est plus du tout le principe fondateur de la nation française. Le code de la nationalité, depuis les lois Pasqua, a changé et le droit du sol ne s'applique plus. Bon, il est vrai que d'après le code civil, le chapitre sur la nationalité est français, celui qui est né en France, mais à certaines conditions. La condition, c'est qu'à l'âge de 11 ans, il réside en France et qu'au moment où il applique pour la nationalité française, c'est-à-dire à sa majorité, il ait fait la preuve d'un séjour continu ou discontinu en France d'au moins 5 ans. Donc vous voyez que c'est quand même entouré de certaines conditions qui ne sont pas toujours faciles à appliquer. Parce que bon, aux États-Unis, on est américain pour toute sa vie du simple fait d'avoir trouvé naissance sur le sol américain. En France, il faut à la majorité
avoir rempli la condition de 5 ans de vie à partir de l'âge de 11 ans. Donc vous voyez que c'est quand même assez sophistiqué. Alors, le fait que ce soit la gauche, historiquement, qui adhère aux valeurs progressistes, solidaires et humanistes, qui porte une telle mesure, est-ce que ça ne vous pose pas un certain nombre de problèmes? Ça me fait sourire parce que ça me rappelle un dessin de Caron, qui est un humoriste qui souvent dessine dans Le Canard enchaîné. Lorsque les lois Pasqua sont sorties, changeant le code de nationalité, il y avait un petit billet où il disait « J'ai lu Rousseau, j'ai lu Voltaire, j'ai lu Hugo et j'aimerais devenir français ». Et l'agent d'état civil lui demande « Avez-vous lu Pasqua ?» C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'un Français? Et ce n'est pas parce que, pardonnez-moi le mot, quelqu'un se trouve empaillé dans un passeport français en étant d'origine camerounaise ou congolaise ou algérienne, que quand on va le voir passer dans la rue, on dirait « tiens, voilà un Breton ». Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a un rapport à l'altérité dans le fait d'être français. Et on a entendu tout récemment des hommes politiques, une femme politique notamment française, dire que la France est un pays... Nadine Morano. Dire que la France est un pays de blancs. Bon, il y a eu un tollé... Phrase, un peu approximativement une phrase du général de Gaulle. Absolument, c'est vrai. Bon, le général de Gaulle, cité par Assouline, qui disait qui craignait que Colombey, les deux églises, son village, deviennent Colombey, les deux mosquées. Voilà, on est toujours sous ce prisme-là. Et en réalité, un binational français d'origine africaine a toujours cette sorte de vertige identitaire. Il faut le dire clairement. On ne vous posera jamais la question si vous avez un père américain et une mère française. Quand vous êtes franco-brésilien, la question ne se pose pas de la même manière que quand vous êtes franco-camerounais. Donc, vous voyez, il faut bien... La question est encore de savoir si vous avez la bonne nationalité, le bon passeport. C'est toujours ça le problème. On a, si vous voulez, dans la communauté internationale, une dizaine de pays qui dirigent le monde. Alors chacun essaye au moins de se protéger sous la bannière d'un passeport de l'une de ces nationalités. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ça devient un enjeu géopolitique à l'échelle individuelle en quelque sorte. Parce que j'ai envie de pouvoir être un businessman prospère, j'ai pas envie à chaque fois que je veux aller à Dubaï ou à quelque endroit que ce soit, de passer du temps à demander des visas qui sont très problématiques et de plus en plus difficiles à obtenir. Donc, si je deviens canadien, pourquoi pas? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens optent pour la nationalité française, canadienne, allemande ou autre. Enfin, voilà la question. En creux de ce débat sur le terrorisme, en fait, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est la question de la nationalité. C'est la question de la double appartenance aussi. Absolument. Parce que est-ce qu'on peut on peut déchirer une identité entre deux pays? Est-ce que c'est possible? C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Si vous voulez, la question de l'identité ne se résout pas. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a une scission entre les Français de souche et les Français issus de l'immigration. C'est exact. Cette question approfondit les gaps, crée un fossé entre deux catégories de Français, les Français de fraîche date et les Français de la France éternelle un peu. On est tout à fait d'accord. Il m'est arrivé une fois dans un dossier criminel suisse de tomber sur un commentaire d'un officier de police judiciaire qui disait d'une personne inculpée, ou en tout cas mise en cause dans le dossier, qu'il était un Français non européen. Ça en dit long sur la notion de Français vécu dans l'espace Schengen ou au-delà, et vécu par les Français. Français non européens, ça dit beaucoup de choses. Donc vous voyez que effectivement, c'est pour ça que je dis la question de l'identité. À un moment donné, il y avait eu un ministère de l'identité nationale sous Sarkozy. Bon, ça a des relents qui sont quand même assez lourds et, à mon avis, relativement nauséabonds. Mais bon, c'est un autre débat. Mais il est toujours en filigrane celui du débat qui se pose actuellement. Alors, pour revenir un peu aux djihadistes, ne pas trop s'égarer dans la question de nationalité, est-ce que vous pensez que le fait, par exemple, de déchoir, nous sommes dans une pure hypothèse, de déchoir la nationalité de tous les jeunes qui ont partie liée avec le djihadisme, peut être productif dans cette lutte-là?
C'est bien ce que je dis. Vous savez, c'est un peu le problème, je dirais, de quelqu'un qui aurait un père français et une mère suisse. Par hypothèse, il y a une guerre entre la Suisse et la France. Parce qu'en creux de la question, c'est cette proposition du Front National qui Oui. est de déchoir de nationalité tous les Oui, Français. et de demander, qui seraient lorsqu'ils partis seront au pouvoir, aux Français de choisir, aux Français binationaux de choisir une nationalité. C'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, porter la double nationalité, parfois ça peut procéder d'un choix, mais en d'autres occasions, ce n'est pas un choix. Si je suis né d'un père guatémaltèque et d'une mère liechtensteinoise, quelle est ma nationalité? Bon, si un jour... Vous êtes ensemble, partagés entre absolument. deux cultures, Donc on est deux toujours mondes, deux dans pays. cet écartèlement. Et si un jour le Liechtenstein et le Guatemala jouent à un match de football, c'est facile. Bon, je supporte celui qui a gagné et sportivement, je peux supporter que maman batte papa. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais quand il s'agira, à un moment donné, d'aller se mettre sous la bannière de l'un de ces pays pour combattre l'autre pays, ben à ce moment-là, il y a un choix qui est terrible, un choix intime qui est difficile à faire entre papa et maman, lequel je préfère. Et là se posera la question de dans quelle nationalité je me retrouve, quel est celui des deux pays qui me donne, en fin de compte, le plus d'éléments d'appartenance. Où est-ce que je me sens plus entouré de tendresse, douce France, disait Trenet, et c'est bien cela. Celui qui a vécu la douce France tout le temps, ben, il sera plus enclin à choisir la France parce que c'est le pays qui lui a donné davantage de valeur que l'autre pays qu'il n'a pas connu. Mais quand à chaque fois on le renvoie à cette autre nationalité pour en faire finalement son élément déterminant d'identité, on pose un problème, et quand c'est l'État qui pose ce problème à l'individu, ça me pose à moi d'énormes difficultés émotionnelles. Voilà, un nouvel élément a été ajouté au débat sur la déchéance de nationalité, c'est l'élargissement de cette mesure à tous les Français. Et en même temps, là aussi, ça pose un autre problème. Est-ce qu'ils essayent d'allumer un contre-feu pour faire écran de fumée sur cette question? Mais les deux. C'est nécessairement, à mon avis, un écran de fumée, parce que ça n'aboutira qu'à une impasse. On va se retrouver dans une aporie. Regardez, la France est signataire de la Convention de New York sur la réduction des cas d'apatridie, la Convention de New York de 1961. Bon. Et la France ne peut pas créer des apatrides. Alors, si on élargit la mesure à tous les Français, sans distinction d'origine, il arrivera un moment où on se trouvera devant des gens qui, du fait de l'unicité de nationalité fondamentale, ne peuvent pas être déchus par cette même France de leur nationalité française. Ou alors, on en fait des apatrides. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un écran de fumée. Parce qu'il y aura un débat juridique complexe, mais qui sera d'application extrêmement difficile, parce qu'on se trouvera devant des cas où, c'est pour la raison pour laquelle je dis que ce sera une aporie, ça sera sans solution. Alors, à ce moment-là, les hommes politiques, eux, ils auront fait leur effet et ils laisseront les juristes de terrain régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se poseront. Mais on est déjà après 2017, les élections seront passées par là et on parlera d'autre chose. L'agenda politique qui guide toujours l'agenda politique, judiciaire. Dans cette question aussi, il faut évoquer le fait que ce débat juridique pose un certain nombre de questions au plan des relations internationales. Parce que quand on parle de franco-maghrébin, franco-subsaharien, il y a une double nationalité. Déchoir un criminel notoire, fût-il détestable, a-t-il commis des crimes odieux? Qu'est-ce qu'on en fait? On le renvoie à son pays d'origine? Votre question est excellente, parce que justement, le cas s'est déjà posé. Il s'est posé aux États-Unis, à propos de Guantanamo. Guantanamo, c'est une enclave de non-droit, où au nom de la lutte contre le terrorisme, on a toléré finalement toutes les entraves aux libertés individuelles. On a torturé, on a trouvé que c'était légitime parce que la lutte contre le terrorisme pouvait permettre cela aussi.
Et puis finalement, on s'est rendu compte que bon, pour certains, ils ne sont pas plus terroristes que moi, je suis nonce apostolique. Et donc du coup, s'est posé la question de comment faire pour s'en débarrasser. Et beaucoup de pays, supposément être leur pays d'origine, ont refusé de les prendre. Ils sont très réticents. Ils sont très réticents à les prendre parce que voilà des gens à qui on a inséminé l'idée qui sont des terroristes et qu'on a énervés pendant des années en les torturant. Enragés, ces gens. Voilà, on les a enragés, vous avez trouvé le mot. Mais qu'on va renvoyer quelque part. Et on voudrait en faire quoi? Qu'ils se tiennent tranquilles. Il a une haine contre les États-Unis telle que demain, il peut avoir envie, finalement, pour de bonnes raisons cette fois-ci, d'aller se faire sauter parce que bon, sa vie a été détruite pendant les 15 ans qu'il a passé dans les geôles de Guantanamo. Voilà le problème. Et encore une fois, je voudrais qu'on insiste un peu là-dessus. Parce que j'ai l'impression, malheureusement, que quand on parle terrorisme ou terroriste, on pense subliminalement, musulmans, et c'est très dangereux. On l'a vu dans les tueries américaines un peu. Avec absolument. Le jeune, mais écoutez, lorsque Dylann Roof est allé buter 9 noirs en train de prier dans une église méthodiste à Charleston, personne n'a parlé de terrorisme. On a dit que c'était un crime haineux. Bon. Mais lorsque, justement, Tamerlan et Johan Tsarnaev ont posé une bombe artisanale à la fin du marathon de Boston en 2013, je crois, et qui ont fait des morts et des blessés aussi, immédiatement, parce que c'était des Tchétchènes, c'était des terroristes. De la même façon, à Newtown, en 2012, je crois, décembre 2012, un fou furieux est allé canarder, tuant 20 enfants et 7 adultes dans une école du Connecticut. Personne n'a prononcé le mot terroriste. Mais en revanche, Mohamed Merah est un terroriste. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, le lien, la connexion entre la pratique religieuse, et pas plus tard qu'avant-hier, lorsque ce forcené dans sa voiture a voulu foncer sur des militaires, bon, on n'a pas trouvé de motivation terroriste a priori, mais on est quand même allé chercher dans son ordinateur et son téléphone s'il n'a pas fréquenté quelques sites djihadistes pour trouver la connexion terroriste parce que forcément, vous savez, il a un prénom qui n'est pas tout à fait de chez nous. Donc forcément, il aurait des intentions terroristes. Voilà le fond du débat et je trouve que ce genre de posture politicienne est absolument dangereux. Alors, Maître Emmanuel Sosa, que vous inspire le silence des dirigeants africains? Ces pays, que ce soit des pays du Maghreb ou du pays subsaharien, qui fournissent un contingent important d'immigrés qui aujourd'hui se trouvent indexés par cette mesure? Écoutez, c'est un peu navrant d'avoir à faire ce constat, mais ils sont tous vassalisés, peu ou prou. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Lorsque, par exemple, le Mali aujourd'hui ne doit la paix relative de ses populations qu'à la France et aux forces Barkhane, de l'opération Barkhane, lorsque en Centrafrique, ce sont des forces françaises qui sont à l'œuvre pour organiser Sangaris. Qu'est-ce que vous voulez? Ils se taisent et ils regardent parce que, bon, au Tchad, quand ça se passe mal, on est bien content de trouver l'armée française pour venir faire la pointe avec l'armée nationale qui voudrait mais qui n'en peut mais. C'est là le problème. Et c'est ce qui justifie peut-être, à mon sens, leur silence. Alors, quels sont les risques que fait peser telle mesure sur la sécurité de nos pays africains ici? Parce qu'on sait que ces gens-là, s'ils sont déchus de leur nationalité française, ils peuvent d'un jour à l'autre se retrouver peut-être au Maroc, en Algérie, au Mali. On a vu Amédi Koulibaly, machin. Bien. Ou au Sénégal. Okay. Ou à Lomé, il y a un djihadiste togolais. Oui, c'est vrai, qui a été pris récemment, c'est vrai aussi. Alors, je vous pose le cas d'école. Là, de pure casuistique, de juriste. Imaginons que la loi française entre en vigueur et que, corrélativement, le Togo décide aussi de déchoir de la nationalité togolaise tout
citoyens togolais qui se seraient... Une disposition pareille existe. Oui, non, mais qui se seraient trouvés pris dans des méfaits à connotation terroriste. Finalement, dans ce jeu de ping-pong, on l'envoie où? Parce que le Togo n'en veut pas, la France n'en veut pas. Il est déchu des deux côtés. Il est binational, il a perdu les deux nationalités. On en fait un apatride. Or, me semble-t-il, voilà deux pays qui ont souscrit aux idéaux de la Convention de New York de ne pas faire des apatrides. Voilà le problème. Dans les pays africains aussi, des dispositifs existent, dans Oui, ce sens. c'est vrai. Un certain nombre de pays africains, mis à part Il y a trois pays. la Tunisie, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, Oui. qui qui, font de pas façon du tout. absolument Voilà. résolue, ne font pas du tout. qui s'interdisent de retirer la nationalité à leurs à leurs citoyens. oui. Nos autres pays, Togo, Bénin, Zimbabwe, hein, c'est un peu flou un peu. Oui, c'est un peu flou et finalement, bon, je veux dire, on est toujours dans ce constat de paresse législative permanente où, en fin de compte, on ne pose pas les bons problèmes, on ne se pose pas les bonnes questions face aux problèmes auxquels on est confronté. Et du coup, bon, on prend à chaque fois des mesurettes à la ramasse et on copie pour faire semblant d'être un peu dans les bons papiers, on va dire, hein, du maître à penser français, et on copie. Bon, donc vous allez voir que bientôt, si cette loi passe en France, un peu comme nos constitutions, elles sont faites sur le modèle de la Constitution française de 1958. Pas le copie. Voilà, on fera la même chose et on dira que nos assemblées nationales ont fait œuvre législative majeure en adoptant elles aussi cette mesure. Non, mais écoutez, c'est comme ça et ainsi va l'Afrique, mais bon, il faudrait quand même prier à ce qu'elle change un peu. C'est mon vœu pour 2016. Mais j'espère attendre. Aujourd'hui, en France, deux nouvelles propositions ont émergé dans le débat public, qui est celle de substituer la déchéance de nationalité à l'indignité nationale. Oui. Une autre mesure qui a été appliquée, je crois, après 1945, après la guerre. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne proposition de sortie de cette polémique un peu... Ok, alors, oui, la question est de savoir quelles sont les conséquences pratiques d'une mesure d'indignité nationale. Bon, vous restez français, mais vous êtes indigne. En gros, vous êtes indigne d'être français. Donc, du coup, au plan pratique, c'est quoi? Bon, à supposer qu'on pousse la logique encore plus loin en disant même le djihadiste mort, on lui applique la mesure. À ce moment-là, à sa postérité aussi. Puisque votre père n'a pas eu la bonne idée de respecter nos principes et les lois françaises et qu'il en a été déchu, vous en êtes déchu aussi par dévolution successorale. C'est grave quand même ce dont on parle. Alors pour finir, est-ce que vous pensez que toutes ces mesures-là contribuent à ce qu'on appelle aujourd'hui en France la droitisation de la société française, la droitisation des esprits? C'est-à-dire qu'on a l'impression que les acteurs politiques français font tout pour chauffer le fauteuil présidentiel en attendant l'avènement de Marine Le Pen. Oui, on est tenté de le penser, et à juste raison, parce que quand on écoute l'ambiance, vous savez, le credo actuel, c'est que, en fait, à commencer par les républicains de Sarkozy, hein, plus on tire sur la corde de l'extrême droite, plus on, on soigne plus on soigne son éloignement. Plusieurs reprises pour braconnage à l'extrême droite. Pour braconnage, et il a la main dans le pot de confiture, littéralement, et il se baffre sans aucune espèce de retenue. Bon, il l'a fait pendant sa campagne en 2012. Bon, il l'a perdu, mais cette fois-ci, il a des chances d'avoir la gagne. Hein. Ah oui. Moi, je ne serais pas très étonné qu'en brandissant, lui plutôt, l'étendard des idées du Front National, il ait des chances d'être élu. Parce que, Marine Le Pen, c'est difficile, les Français ont une réticence elle n'est pas qu'idéologique, elle est philosophique, on la comprend. Mais le faire par procuration par Sarkozy, ça ne dérange pas grand monde, c'est plutôt plus commode. Je pense que ça,
C'est la chose la plus gênante actuellement dans le débat politique français. Et sincèrement, la part de francité que je porte s'en trouve un peu mal à l'aise. On va s'arrêter là. Merci pour la qualité de vos réflexions et de vos analyses. Je vous rappelle que nous étions avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo, un fin connaisseur du système judiciaire français. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Merci de nous avoir suivis.